Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à cette question de l'autobiographie, hein, notamment dans le cadre de mes recherches. Hein, donc je me suis beaucoup intéressé à cette question, notamment dans les recherches sur les artistes donc des années 1960. Par exemple, un artiste comme Gerhard Richter, hein, j'ai beaucoup travaillé sur ses portraits de famille. Je me suis souvent intéressé en fait, à cette question de l'autobiographie dans le cadre de démarches plutôt conceptuelles, où a priori donc, cette question est totalement est quasiment taboue, hein, évincée hein, donc, par la plupart des protagonistes. Et il y a une œuvre qui justement figure dans l'exposition qui moi me touche beaucoup, hein, qui est l'autobiographie de Sol Lewitt, qui est une œuvre qu'il a publiée sous forme de livre en 1980 et qui donc là aussi hein, vient un peu casser cette image d'un artiste froid, neutre. Je crois que Lewitt a toujours été le premier à dire que c'est lui qui a créé les règles, donc il peut aussi les casser. Donc je pense que certains artistes ont tout simplement, certains artistes donc affiliés à cette histoire de l'art conceptuel, ont à un certain moment, peut-être des moments clés, hein, qui échappent d'ailleurs aux spectateurs, hein, dont les raisons échappent aux spectateurs, ont ressenti le besoin donc, de casser un peu cette image de pseudo-objectivité et de neutralité qui leur collait à la peau. Je pense que ce retour s'est effectué parallèlement à une reconsidération donc, de la question dans les milieux littéraires, à la fois dans la littérature théorique, mais aussi entre guillemets fictionnelle donc des années 60. Et il y a à mon avis une date qui est très importante, qui est 1974, donc avec la publication, en tout cas en France, la publication du pacte autobiographique de Philippe Lejeune, qui justement remet sur le devant de la scène donc, cette question autobiographique pour le coup dans un cercle, dans une perspective conceptuelle. Là aussi une distanciation, hein, je pense par exemple aux albums photographiques de Boltanski du début des années 70, le travail évidemment de Sophie Calle, et puis dans les années 80, pour le coup, avec des travaux du type Nan Goldin, où cette question est traitée de manière récurrente. Il y avait vraiment cette idée de montrer en fait que ce genre autobiographique pouvait s'attacher ou se traduire par des démarches très complémentaires et diversifiées, aussi bien en termes de génération que de sensibilité ou d'esthétique. J'étais surtout très attaché à l'idée que les artistes représentés soient très complémentaires. Donc certes, il y a encore une fois des figures entre guillemets pionnières que l'on peut rattacher de près ou de loin donc à cet âge d'or de l'art conceptuel ou de ce qu'on appelle l'art des années 60 hein, de manière plus générique. Mais j'étais aussi très attaché à l'idée qu'il y ait donc à la fois des figures cinématographiques, des figures littéraires, et également un auteur de bande dessinée, parce que je pense que cette question de l'autobiographie était extrêmement présente donc, dans l'univers de la BD. Et moi, j'ai toujours été opposé à cette espèce d'ostracisme dont souffre la BD dans le milieu de l'art. Bon, ça commence fort heureusement à changer. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu y intégrer donc, le travail de David B. Le premier axe donc, comprend des travaux de Franz Gerhard Walter, de Jonas Mekas, donc deux figures historiques. Hein, donc, là aussi, c'était très important donc, d'y associer donc, une figure cinématographique, donc, en l'occurrence un véritable mythe vivant qui est donc Mekas, donc, à travers l'un de ses films, donc Walden, réalisé donc, entre 64 et 68, hein, et qui pour le coup renvoie donc, à cette scène un peu underground et du cinéma expérimental donc, de la fin des années 60. J'y ai associé donc, deux figures dont le travail relève davantage de la fiction, hein, même de la science-fiction. Hein. Donc Ryan Gander, donc l'artiste britannique d'un côté, Ernesto Sartori, l'artiste italien de l'autre. Donc Gander qui lui a réalisé une œuvre en collaboration avec l'un de ses amis, Bedwyr Williams. Donc il s'agissait en fait pour l'un et pour l'autre de rédiger leur nécrologie respective, donc nécrologie évidemment par procuration, par anticipation dans la mesure où ces deux nécrologies sont datées de 2050 et qu'elles renvoient donc évidemment à toute une série de faits et de données
qui n'ont pas encore eu lieu, et donc ça pour qui d'ailleurs qui sans doute n'auront pas lieu. Et puis Sartori qui lui, à l'âge de 8 ans, se promenant avec ses parents dans une forêt en Italie, il serait tombé donc sur une espèce de forme entre guillemets extraterrestre, forme qu'il a d'ailleurs oubliée par la suite. Et plusieurs années après, donc grâce à des séances d'hypnose, il se serait remémoré donc la forme en question. Il s'est également rendu en Italie où il a replacé en fait la sculpture à l'endroit où il l'aurait vue. Donc un deuxième axe qui relève davantage donc de l'inventaire, l'autobiographie de Sol Lewitt, donc de 1980. On y retrouve également deux œuvres de l'artiste d'origine japonaise, donc Kawahara, donc autre figure évidemment très importante de cette histoire de l'art conceptuel. Kawahara qui pour une fois n'est pas représenté via l'une de ses date paintings, mais par le biais d'un de ses calendriers qui correspondent donc à la totalité de sa vie. Donc pour le coup, le calendrier débute donc en 1934 jusqu'en 89, date où il a réalisé cette œuvre. Et donc sur ce calendrier, en fait, il a indiqué donc tous les jours où il a réalisé donc ses date paintings. Donc il s'agit d'une espèce de degré zéro du journal intime. Autre œuvre de Kawahara, donc toujours dans cette sélection, donc un classeur de la série d'œuvres I Met, donc j'ai rencontré. Donc là, en l'occurrence, le classeur du 1er janvier 70 au 30 juin 70, où Kawahara a, de manière systématique, donc, inscrit et noté les noms en fait des gens qu'il a rencontrés. Et donc là, on a sélectionné 2 pages, notamment la page du 5 janvier 70, où il a rencontré Sol Lewitt. Toujours dans cette série, dans cet axe de l'inventaire, j'ai voulu montrer donc une œuvre qui, comme ça à première vue, ne laisse absolument pas transparaître sa portée autobiographique. Il s'agit donc d'aquarelles de l'artiste français Yvan Salomon. Donc lui a toujours qualifié donc ses aquarelles de chroniques, une espèce de chronique un peu parallèle à son existence. Et puis enfin, il y a quelques années, Salomon a regroupé tous les textes qu'il a écrits, qu'il a rédigés, donc parallèlement à ses aquarelles. Et puis enfin, donc un troisième axe, donc qui est l'axe dit des généalogies, où j'ai regroupé donc des artistes qui interrogent davantage en fait leurs origines, leur filiation. Par exemple, donc 2 artistes qui ont recours au dessin. Donc d'un côté Frédéric Pajac, plutôt un auteur donc justement affilié au milieu littéraire. Donc Pajac publie depuis de nombreuses années des ouvrages où il associe des dessins et des textes, des ouvrages qui pour la plupart sont autobiographiques, et puis en vis-à-vis donc le travail d'une très jeune artiste qui est donc Mélanie Delattre-Vogt, une série de 2006 qu'elle a réalisée à l'âge de 22 ans, où elle revient donc sur ses rapports très conflictuels avec son père. Et puis enfin 2 cinéastes, Fiona Tan d'un côté, artiste néerlandaise qui revient donc sur ses origines à la fois indonésiennes, chinoises et australienne. Donc là, il s'agit pour le coup d'un film plus documentaire, où l'artiste a parcouru donc ces différents pays pour renouer des liens avec les différents membres de sa famille. Et puis enfin, dernier film, mais en fait j'ai oublié une œuvre qui est donc celle que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui est L'Ascension du Haut Mal de David B., donc l'auteur de bande dessinée, donc, qui a publié donc ces 6 tomes consacré et qui s'articule donc autour de l'implosion de sa cellule familiale suite aux crises d'épilepsie à répétition donc de son frère. Et puis enfin, donc dernière cinéaste, donc Noël Pujol, qui a réalisé un film il y a quelques années qui s'appelle L'Histoire racontée par Jean Douniac, qui est un homme qu'elle a rencontré il y a quelques années et qui lui a raconté en gros le récit de ses origines, où ses 2 parents étaient des handicapés lourds, à la fois physiques et mentaux, donc parents qu'elle n'a jamais connus. Elle a été placée en famille d'accueil, et donc elle a pu, suite à cette rencontre avec Jean Douniac, percer donc le mystère donc de ses origines.
Ce que je vise éventuellement, c'est de démontrer que voilà, certains thèmes fédérateurs permettent donc de conjuguer des démarches qui sont extrêmement complémentaires. Donc, moi, je suis très attaché à l'idée que justement ce chant contemporain, ou cet art contemporain donc, se décline au pluriel, et qu'il n'est pas monolithique, et que voilà, des sensibilités très différentes peuvent tout à fait dialoguer donc, les unes avec les autres.